Voilà, nous allons donc commencer la leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions concernant les leçons précédentes? Oui, une information concernant la bibliographie. Donc j'ai ici maintenant une liste complète donc, qui reprend les références jusqu'à la dernière leçon donc associée à mon cours. Donc servez-vous et s'il n'y en a pas assez, j'en amènerai encore la semaine prochaine. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais terminer ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas eu le temps de voir la semaine passée, et puis j'aborderai le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est l'équation de Wheeler-DeWitt dans les espaces fermés. Mais avant ça, je voudrais terminer l'explication de de ce que sont les états physiques dans le formalisme BRST et comment le produit scalaire est calculé. Donc, je vous rappelle où on était arrivé, ce que j'avais vu, donc un bref rappel, et puis on continuera. Donc, on a vu que donc si je vous donne une théorie de jauge, elle est caractérisée par un certain nombre de contraintes, que j'ai appelées GA, donc qui sont des fonctions des variables canoniques. Et dans le formalisme BRST, on va associer à chaque contrainte, donc ces contraintes sont de première classe, donc ça veut dire que si vous calculez le crochet de Poisson des contraintes entre elles, vous obtenez quelque chose qui est zéro, donc ça va être une combinaison des contraintes avec des coefficients qui peuvent être des fonctions. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on associe à chaque contrainte une paire de variables fermioniques qu'on appelle les fantômes, donc qui sont en nombre égal au nombre des contraintes, qui sont de nombre de fantômes 1, de nombre de fantômes moins 1, et qui sont canoniquement conjuguées, ce sont des variables fermioniques. Et le crochet de Poisson qu'on va utiliser, qui est naturellement défini, c'est un crochet de Poisson gradué, donc qui est symétrique pour les variables fermioniques. Et ensuite, on avait introduit ce qu'on a appelé le générateur de la transformation BRST, qui commence, donc dont le premier terme, c'est les contraintes fois les fantômes. Donc oméga va être un objet fermionique, donc anticommutant, et va être le nombre de fantômes 1. Donc ça veut dire que il y a chaque fois un fantôme de plus que de moments conjugués au fantôme. Et mettre ce terme-ci, ça garantit que l'action canonique à travers le crochet de Poisson de oméga, ce sera une transformation de jauge, puisque les contraintes engendrent les transformations de jauge, avec un paramètre de jauge qui est remplacé par les fantômes. Donc ça correspond à ce qu'on sait. Et puis, on impose la propriété clé que oméga est un crochet de Poisson nul avec elle-même, ce qui est une condition non triviale, parce qu'oméga étant fermionique, ce crochet de Poisson est symétrique. Et donc, a priori, si vous prenez une variable fermionique et vous calculez le crochet de Poisson avec elle-même, ce n'est pas zéro. Donc, c'est une affirmation non triviale, c'est une contrainte non triviale. Et en fait, ça force le terme suivant à être égal à ceci, où ça, c'est ce qui va apparaître dans le crochet de Poisson des contraintes. Donc, si vous calculez le crochet de Poisson des contraintes, ça va être une combinaison des contraintes. Donc, le terme suivant dans le développement de la charge BRST, le générateur BRST, c'est ce terme-là. Ça, c'est forcé par la condition que oméga est un crochet de Poisson nul avec lui-même. Et puis, il peut y avoir des termes d'ordre supérieur. Si on a une vraie algèbre de Lie, ça s'arrête. Si on n'a pas une algèbre de Lie, il peut y avoir des termes supplémentaires. Donc si les C dépendent des fonctions, sont des fonctions de l'espace des phases, on peut avoir des termes supplémentaires. Si les C sont des constantes, donc, et dans ce cas-là, ça forme une algèbre de Lie, ça s'arrête ici, et on peut voir ça parce que l'identité de Jacobi sur les constantes de structure le garantira. Alors pour la gravitation, les C sont des fonctions de la métrique, on l'a vu, mais néanmoins ça s'arrête ici. Et pour être tout à fait complet, l'expression de oméga pour la gravitation, c'est d'abord le terme de contrainte, donc ça c'est toujours la même chose. Donc les contraintes, c'est ce que j'ai appelé H, et les fantômes, je les ai appelés C perpendiculaires pour la contrainte hamiltonienne, et puis CK. Oui, tout est fonction de x, mais c'est juste pour insister que les fantômes sont des champs, que je mets un x ici.
mais les h dépendent de x aussi. Hein. Et puis, donc ça, c'est le terme qui correspond à celui-ci. Et puis, il y a un terme qui fait apparaître les fonctions de structure, que je vais écrire comme ça, on a l'expression complète de la charge BRST. Donc, ça se calcule simplement en imposant cette condition. Hein. Donc, une fois qu'on connaît le début et qu'on impose cette condition, et le fait que le nombre de fantômes doit être égal à 1, tout le reste suit. Et donc, le reste, dans ce cas-ci, c'est... donc, à chaque fois, un fantôme de plus que le moment conjugué, moins l'intégrale d3x. Puis là, on aura deux termes, P bar K. Un terme qui est lié au crochet de Poisson des H perpendiculaires entre eux et qui fait apparaître la métrique. Et puis un terme qui est lié aux autres crochets de Poisson. Donc ça, je vous laisse vérifier comme exercice. Qu'oméga avec lui-même, ça fait bien 0. Ce qui n'est pas tout à fait trivial, c'est qu'il y a une dépendance en les champs des C. Donc on n'est pas dans le cas de figure d'une algèbre de Lie, mais néanmoins, ça s'arrête ici. Il n'y a pas de terme, on n'a pas besoin de termes d'ordre P bar carré, C cube, etc. D'accord ? Donc cette expression satisfait à la condition de nilpotence. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que dans la théorie BRST, la notion d'invariance de jauge est remplacée par l'invariance BRST, la cohomologie BRST, et qu'on a un résultat classique important. C'est que les observables c'est la même chose que la cohomologie BRST pour les fonctions de l'espace des phases étendu. Donc on va regarder les fonctions maintenant. Donc l'espace des phases contient QI, PI, mais aussi ces nouvelles variables. Donc on va regarder les fonctions d'espace des phases étendu. Et les observables sont donnés par la cohomologie de BRST à l'ordre 0, où S, donc, c'est la différentielle définie en prenant le crochet de Poisson avec oméga. Et S carré est égal à 0, et ça c'est équivalent à la nilpotence du générateur. Et donc on impose cette condition, et on identifie deux solutions qui diffèrent par ce qu'on appelle une solution triviale, qui va être le crochet de Poisson avec oméga. Donc ça on peut voir par l'identité de Jacobi sur le crochet de Poisson que ça obéit identiquement à la condition SF égale à 0. Donc, on va chercher les classes d'équivalence de cette équation, modulo les solutions triviales qui ont cette forme-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cohomologie BRST, et c'est intéressant la cohomologie BRST. Pourquoi ? Parce que c'est équivalent à l'ensemble des observables. Donc les observables, ce sont les fonctions invariantes de jauge, donc qui vont avoir un crochet de Poisson nul avec les contraintes, puisque les contraintes, c'est ce qui engendre par le crochet de Poisson les transformations de jauge, et on identifie deux observables qui coïncident sur la surface des contraintes. Donc on a une reformulation de l'invariance de jauge qui est utile. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, et j'avais commencé à discuter, enfin j'avais déjà commencé, on va maintenant quantifier et donc, toutes les variables, tous les Q et les P, y compris les variables fermioniques, vont devenir des opérateurs. Oméga va devenir un opérateur. Et la règle de correspondance, c'est que le commutateur gradué, donc qui dans le cas de variables fermioniques, c'est l'anticommutateur, donc il y a toujours un signe. Un gradué, ça veut dire qu'il y a un signe qui tient compte de la parité des objets, va être h bar sur i fois le... Pardon, ça va être i h bar fois le crochet de Poisson. Donc on va remplacer les variables classiques par des opérateurs dont les relations de commutation graduées sont dictées par le crochet de Poisson. Et donc en particulier, on va obtenir que l'opérateur oméga, donc je mets un chapeau mais je ne vais pas le mettre tout le temps, donc ça c'est pour distinguer la variable quantique de l'opérateur quantique de la variable classique. Oméga va devenir un opérateur, et si on peut régler les problèmes d'ordre de manière satisfaisante, cette relation
ce qui est équivalent à dire que oméga carré va être égal à 0. Oui, par construction, je l'avais dit la semaine passée, je le réécris ici, oméga est réel, et oméga va donc être formellement hermitien. Alors, où est la physique? La physique est dans les observables, donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est les opérateurs. Donc maintenant, F va être remplacé par un opérateur. Les opérateurs qui sont BRST invariants. Donc on va imposer la condition. Donc si F est un opérateur, on va regarder, on va imposer que le crochet de Poisson gradué de F, pardon, le commutateur gradué de F avec oméga soit égal à 0. Ça va remplacer cette condition-ci. Et on va identifier deux opérateurs qui diffèrent par un terme BRST exact. Donc, le crochet de Poisson devient le commutateur gradué. Donc, dans ce cas-ci, puisque F on va imposer la condition que F soit de nombre de fantômes 0, bon, F est bosonique, donc ça c'est un vrai commutateur, mais là K va avoir nombre de fantômes moins 1 pour avoir nombre de fantômes 0 ici, ça c'est 1, donc ça doit être moins 1. Donc K va être un objet qui anticommute, donc ça va être réellement un anticommutateur. Donc le commutateur gradué dans ce cas-là, c'est un anticommutateur. Mais je ne vais pas mettre des plus et des moins, mais on ne s'y retrouve plus. Donc les objets que j'utilise sont toujours gradués. Donc le commutateur est un commutateur gradué. Donc ça, c'est la cohomologie qui tient compte des observables. Mais la question qu'on s'est posée la semaine passée, c'est que faut-il imposer aux états? Donc on sait que dans la quantification de Dirac, on impose aux états qu'ils soient annihilés par les contraintes. Quelle est la condition correspondante dans la quantification BRST? Donc j'avais déjà commencé à en parler. La condition, c'était que les états soient annihilés par oméga. Ça paraît naturel, puisque oméga, ça engendre une transformation de jauge, mais on a remplacé le paramètre de jauge par C, donc voilà. Et comme oméga carré est égal à 0, il y a évidemment des solutions triviales. Et on va les identifier à 0, c'est-à-dire que deux solutions de cette équation-ci qui diffèrent par un terme qui est BRST exact vont être identifiées. Donc on va définir la cohomologie BRST des états. Mais il y a encore une condition qu'on doit imposer, c'est la condition sur le nombre de fantômes. Et je vous avais expliqué que pour les états, c'est plus compliqué que pour les opérateurs. Pour les opérateurs, c'est clair, le nombre de fantômes des opérateurs doit être égal à 0, ça veut dire qu'il ne change pas le nombre de fantômes des états. Pour les états, quelle est la condition correspondante? On en avait parlé, je pense qu'on avait plus ou moins terminé là. Je vous avais montré qu'en fait, le nombre de fantômes des états allait de moins m demi à m demi. Donc ça, c'est l'état où il n'y a pas du tout de fantômes. Et ça c'est l'état qui est complètement plein. Donc ça va être l'état qui est annihilé par les moments conjugués aux fantômes. Ça va être l'état qui, lui, est annihilé par les fantômes. Donc dans une représentation où j'utiliserai des psi qui dépendent des Q et des C, mais ça voudrait dire que ça ne dépend pas du tout ces états-ci seraient des fonctions de Q. Et ces états-ci, par contre, seraient des fonctions de Q fois l'état complètement rempli où j'ai le produit C1 jusqu'à Cm. Donc j'ai supposé qu'il y avait M contraintes. Et ce que je vous ai montré, c'est que l'opérateur de nombre de fantômes est anti-hermitien et qu'on note parfois comme ça, et ceci, je le noterai parfois comme ceci. C'est l'état où j'ai fait agir tous les C, et là c'est l'état où je n'ai pas encore agi. Donc c'est une sorte de vide, et ça c'est l'état complètement plein.
Alors, donc, ça, c'est les nombres possibles du nombre de fantômes. Vous voyez déjà que s'il y a un nombre de contraintes impair, le nombre de fantômes, il n'y a pas de valeur zéro parmi les valeurs possibles du nombre de fantômes. Donc, imposer la condition que le nombre de fantômes soit nul, ce n'est pas très intéressant. Et en fait, on avait analysé les états pour les valeurs maximum du nombre de fantômes. Je vous avais montré que ces états-ci ont une correspondance directe avec la solution des contraintes, parce que quand vous imposez la condition qu'il soit annihilé par V, donc ceci va impliquer que GA, agissant sur psi, est égal à 0. Vous retrouvez la condition de Dirac pour ces états-ci. Par contre, la cohomologie n'apporte rien parce qu'il n'y a pas d'état en nombre de fantômes plus bas sur lesquels oméga pourrait agir. Et puis on avait regardé les états de l'autre côté de l'échelle. Là, on avait vu que la condition BRST n'imposait rien du tout sur le coefficient psi, parce qu'on a déjà rempli complètement. Donc si on ajoute encore un C, ce sera automatiquement 0, quel que soit le coefficient. Par contre, la relation d'équivalence ici, de L est non triviale. Et en fait, en utilisant la dualité, on peut démontrer qu'il y a un isomorphisme entre cet espace-ci et cet espace-ci. Donc ici, il faut résoudre, pour les déterminer explicitement, ces états, il faut résoudre explicitement la contrainte, ce qui peut être compliqué. De l'autre côté, il n'y a rien à résoudre, mais il faut être capable de calculer les classes d'équivalence. Mais c'est la même chose. Je vous avais dit, c'est un peu comme sur une variété, sur la sphère par exemple, ou plutôt dans le plan, mais regardez la cohomologie à support compact. Dans le plan de dimension M, toute M forme est fermée, mais elle n'est pas nécessairement exacte si on travaille à support compact. Et inversement, les zéro formes, donc qui correspondent à ceci, parce qu'il n'y a pas de C, elles sont, pour être fermées, elles doivent être constantes. Donc il y a une condition non triviale, mais l'exactitude n'a rien, puisqu'il n'y a pas de moins une forme. D'accord, donc je pense qu'on était arrivé plus ou moins là. Et on avait aussi remarqué que pour calculer le produit scalaire, donc si je définis le produit scalaire comme l'intégrale sur dQi et puis dc de psi star de QIC, donc qui de QIC, donc ça c'est ce que je vais définir psi qui, peut-être pas ce même qui, donc je vais peut-être utiliser une autre notation que qui, phi. Donc ça, c'est le produit scalaire naturel qu'on introduit, mais malheureusement, aussi bien pour le nombre de fantômes moins m demi que pour le nombre de fantômes m demi, ce produit scalaire est mal défini. Il est mal défini pourquoi? D'abord, on a un zéro qui vient de la partie fermionique. Donc je vous rappelle que l'intégrale sur les fermions est définie comme ça. Donc l'intégrale d'une constante, c'est 0, l'intégrale de C, c'est 1. Et donc on a des problèmes avec cette définition du produit scalaire. Ce n'est pas étonnant qu'on ait un problème avec la définition du produit scalaire, parce que comme je vous l'ai dit, le nombre de fantômes est un opérateur anti-hermitien. Et donc le produit scalaire d'un état de nombre fantôme K avec un état de nombre de fantôme L va être 0, sauf si K plus L est égal à 0. Mais si tous les deux états ont le même nombre de fantômes, si je travaille avec la cohomologie ici ou avec la cohomologie là, le nombre de fantômes étant, la somme n'étant pas égale à 0, hein, j'aurai soit m, soit moins m. Si j'impose une condition de nombre de fantômes strict sur les états physiques, je vais obtenir des résultats qui ne sont pas intéressants. Et donc je m'étais arrêté là la semaine passée. Je vais vous dire comment on règle ce problème. Donc ça, c'est une sorte de rappel de ce que j'avais fait la semaine passée. Donc il y a peut-être des questions là-dessus. Donc on est en train d'avoir une bonne définition des états physiques. Et ce que je vous dis, c'est que ça, c'est bien, ça a du sens. Quand on regarde la cohomologie, on retrouve des choses qu'on reconnaît. Par contre, il y a encore un problème qui subsiste, c'est le produit scalaire. Et ce problème subsistera tant qu'on ne peut pas avoir des états en nombre de fantômes 0, parce que
le nombre de fantômes est un opérateur anti-hermitien. Ce produit scalaire n'est pas défini positif, hein, mais ce qui est important, c'est qu'il soit défini positif pour les solutions, pour les états physiques. Bien. Alors, on avait aussi pris un exemple qui nous guide, mais peut-être avant de faire les choses en détail avec cet exemple, je voudrais comment on règle ce problème. On va introduire ce qu'on appelle le secteur non minimal. Donc on va élargir le... Et c'est quelque chose qui est utile non seulement pour la question du produit scalaire, mais en fait, si on veut écrire une intégrale de chemin pour les amplitudes de transition aussi, je ne vais pas le faire ici, mais c'est utile si on le faisait. Donc en fait, on va élargir encore l'espace des phases. Et on va l'élargir en considérant les multiplicateurs de Lagrange des contraintes, que j'appelle lambda A, comme des variables canoniques. Donc on va leur associer les moments conjugués. Donc on va avoir un crochet de Poisson lambda A BB est égal à delta AB. Donc on agrandit l'espace des phases en mettant les multiplicateurs de Lagrange dans l'espace des phases. Donc, mais comme on n'a pas envie de changer le nombre de degrés de liberté, on impose la contrainte que les moments conjugués au multiplicateur de Lagrange soient nuls. Donc c'est pas une... On agrandit, mais on ne va pas changer la physique. Hein, parce que ceci nous dit qu'il existe une transformation de jauge qui translate de manière arbitraire les lambdas, et donc les lambdas ne sont pas des variables physiquement observables, ne sont pas invariantes de jauge. Et puisqu'on a ces contraintes-là, on va également les inclure dans le formalisme BRST en introduisant des variables qu'on appelle PA et C bar A. Donc j'ai utilisé une notation qui va bien se marier avec ce que j'ai déjà fait. Donc en fait, les fantômes c'est P et les C bar c'est les moments conjugués, mais je vais faire jouer, bon, c'est par transformation canonique, c'est symétrique, je considère réellement les nouveaux fantômes comme les P et les bar. Et donc on va ajouter à oméga, nouveau, ça va être le oméga qu'on a construit, plus une partie qui tient compte de ces variables. Et donc, comme il y a des contraintes supplémentaires, je dois les ajouter à mon générateur BRST, fois les nouveaux fantômes, PA. Bon, et alors je vais quand même... Bon, c'est juste purement... C'est une question de convention. Je vais supposer que ces variables-là sont réelles, donc ces variables-là sont imaginaires pures, puisqu'on a vu que le moment conjugué à une variable fermionique réelle était imaginaire pur, et comme je veux que oméga soit réel, je mets un i. Alors, ces variables supplémentaires que j'ai ajoutées, elles ne changent pas la cohomologie. Donc, comme elle ne change pas la cohomologie, ce qu'on a fait, c'est autorisé du point de vue de la physique. Elle ne change pas la cohomologie, mais comme vous allez le voir, elles nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en particulier, elles nous permettent de construire des états de nombre de fantômes zéro très facilement. Parce qu'en fait, donc ici, je rappelle, hein, donc le nombre de fantômes de P, c'est 1. C'est moins 1. On appelle parfois les C bar A, si vous regardez des traitements de l'intégrale fonctionnelle, les antifantômes. Bon. Ils sont le nombre de fantômes moins 1. Alors, vous voyez qu'il y a une contrainte ici. Et donc, mais dans l'espace, donc quand je vais quantifier, mes états vont dépendre non seulement des anciennes variables, mais aussi des nouvelles variables. Par exemple, si j'utilise la représentation de coordonnées, ça va aussi dépendre de lambda. Puis, par exemple, ça va dépendre des C comme avant, et par exemple des C bar, si j'utilise cette représentation-ci.
parce que tout va devenir des opérateurs. Lambda, B, le moment conjugué, donc ici ce serait la dérivée par rapport à lambda. PA, indice au-dessus, va être la dérivée par rapport à C bar. D'accord? Donc on réalise les relations de commutation graduée comme ça. Et vous voyez que mais la contrainte dans cet espace-ci, elle me dit simplement que les états ne peuvent pas dépendre de lambda. Donc, si je regarde les contraintes, il y en a qui sont compliquées à résoudre, celle-ci en général, parce que GA peut être des fonctions, ça peut être des fonctions non linéaires, etc. Mais l'autre moitié des contraintes, elles sont particulièrement simples. Elles sont abéliennes, elles me disent juste que les états ne dépendent pas de lambda. Donc, il y a des contraintes faciles à résoudre, des contraintes compliquées à résoudre. Donc l'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner des états qui sont de nombre de fantômes moins m' pour le secteur non minimal, parce que résoudre ça pour le secteur non, l'équivalent de ça pour le secteur non minimal, c'est facile, avec ces états-ci où là, il n'y a pas d'équation à résoudre, bon, il faut tenir compte de l'identification. Donc en fait, une possibilité qu'on peut imposer, c'est que C A psi est égal à 0, et C bar A psi est égal à 0. Et donc ça va définir l'état que je vais appeler, qui est complètement rempli du point de vue fantôme et antifantôme. Donc ça va être C1, Cm, C bar 1, C bar M. Donc si vous ajoutez un C ou si vous ajoutez un C bar, ça fait 0. Donc dans la représentation, on a les fonctions de C et C bar. L'état qui obéit à ces conditions, c'est celui-ci. On pourrait imposer les conditions aussi, c'est aussi cohérent dans les deux cas. Donc PA psi égale à 0, en plus de la condition BRST, P bar A psi, pardon, c'était là qu'il fallait mettre un bar, et ici il n'y a pas de bar, psi égale à 0. Donc ça, c'est les états qui, dans cette représentation-ci, ne dépendront pas des fantômes, puisque quand vous différenciez par rapport aux fantômes, vous obtenez 0. Dans les deux cas, on aura quelque chose qui a un nombre de fantômes 0. Donc on peut espérer, avec ces états, pour avoir un produit scalaire qui est intéressant. Parce que le nombre de fantômes doit être 0 si on veut être capable de définir un produit scalaire intéressant. Alors ces états, on les note parfois comme ceci. Alors je dirais que ces états-ci, ils doivent satisfaire à la contrainte GA égale à, quand vous imposez la condition BRST, ils doivent satisfaire aux contraintes de départ, et il n'y a aucune condition sur la dépendance en lambda. Les autres états ne doivent pas satisfaire à la contrainte de départ nécessairement, mais il y a une condition sur la dépendance en lambda qui va être que d psi sur d lambda est égal à 0. Mais ça, c'est facile à résoudre. Donc d'un point de vue pratique, ces états-ci sont beaucoup plus commodes que ces états-là. Et on a vu qu'il y avait un isomorphisme de cohomologie. Donc en fait, si vraiment ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les bons états physiques, c'est plus facile de travailler avec ceci. Alors, vu le temps et vu le fait que je vais pouvoir le faire sur un exemple plus tard, on n'est pas tout à fait au bout. Je vais juste vous dire comment on le fait et je vais l'illustrer sur l'exemple de la gravitation, j'espère aujourd'hui, sinon la fois prochaine. Donc le produit scalaire, si on le calcule, donc en utilisant maintenant la généralisation de ceci, donc il faut intégrer sur les QI, il faut intégrer sur les lambda, il faut intégrer sur les C, sur toutes les variables, mais pas sur les conjugués, donc on intègre sur tous les Q de la théorie, dC bar A de psi, qui est fonction de tout ça, fois phi, qui est fonction de tout ça. On a toujours, aussi bien pour ces états-là que pour ces états-là, une expression qui n'est pas bien définie. Mais l'idée, c'est qu'on va utiliser le formalisme BRST pour la régulariser, et on va insérer ici un opérateur qui est équivalent à l'identité et qui est le commutateur gradué, donc ça ce sera même un anticommutateur parce qu'on veut que ce soit de nombre de fantômes 0,
un anticommutateur d'un ce qu'on appelle un fermion fixé de jauge fois oméga. Et on peut montrer qu'en insérant ceci, on a un produit scalaire qui est bien défini. Et formellement, les choses ne dépendent pas du choix de K, parce que différents choix de K, en tenant compte de cette condition-ci, vont donner la même réponse. Donc, pour autant que ce soit bien défini, on peut démontrer que ça ne dépendra pas du choix de K. Et comme on est en nombre de fantômes zéro, on peut trouver des cas tels que ceci soit bien défini. Je vous donnerai des exemples explicites la fois prochaine, tout à l'heure, si j'ai le temps, comme je l'ai dit, ou la fois prochaine, si je n'ai pas le temps aujourd'hui, parce que je voudrais commencer la leçon d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est l'idée. Donc l'idée, c'est que si on ne se soucie pas de calculer des amplitudes, mais ce serait un peu dommage, évidemment, la cohomologie, on n'est pas obligé de faire cette construction-ci. Hein, on obtient des cohomologies satisfaisantes en de nombre de fantômes moins m', ou m'. Mais si on veut être capable de calculer des amplitudes en suivant les règles, en respectant les règles du formalisme BRST, on est coincé. Et pour se décoincer, on utilise ce qu'on appelle le secteur non minimal. Et on combine des états m' du secteur ici avec les états moins m' en fait, du secteur non minimal pour former des états de nombre de fantômes zéro. C'est ce que j'ai fait ici. Et là aussi. Les C-bars sont en nombre de fantômes moins 1. Hein, donc, ceci va me donner m' et ceci va me donner moins m'. Donc, quand on ajoute ça, on obtient bien quelque chose qui est en nombre de fantômes zéro. Hein, il y a autant de plus m que de moins m, enfin de plus 1 que de moins 1. Et donc, on peut espérer avoir un produit scalaire bien défini. Et effectivement, pour autant, en tout cas, qu'on insère un opérateur qui est équivalent à l'identité d'un point de vue cohomologique, hein, puisque ça, si vous développez en série, ça va être 1 plus des commutateurs avec oméga, ou des commutateurs multiples avec oméga, donc ça va être BRST exact, sauf le 1. Donc c'est équivalent à 1. Et comme mes états pour lesquels je veux calculer les amplitudes obéissent à cette condition-ci, un opérateur BRST exact a une valeur moyenne nulle. Donc ça ne va pas changer. Bien, donc ça c'est ce que je voulais dire la semaine passée, mais que je n'avais pas réussi à dire. Donc maintenant, ceci étant dit, je vais réellement commencer la leçon d'aujourd'hui. De nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, donc, je voudrais commencer à étudier certains aspects. Bon, le titre est un peu ambitieux, mais je vais examiner un aspect intéressant de l'équation de Wheeler de Witt pour les espaces fermés. Peut-être je vais effacer le tableau ici. En fait, les espaces fermés et les espaces ouverts, mais les espaces fermés particulièrement, avec isométrie. Donc, d'abord, je vais dire des choses générales et puis je vais préciser le problème qu'on va examiner aujourd'hui. Donc, je vous ai dit qu'une manière d'essayer de trouver des invariants de jauge, ou une manière de définir la physique, c'était de fixer la jauge. Donc, même avant de parler de BRST. Et on s'est rendu compte que fixer la jauge, donc dans le cadre de la gravitation, fixer les difféomorphismes, lorsque l'espace a des isométries, ça ne va pas être possible. Donc l'idée de fixer la jauge, c'est d'imposer que certaines fonctions de la métrique et de son moment conjugué soient égales à 0. Et fonctions qui ne sont pas invariantes par changement de coordonnées. Et donc qui seront nulles que dans un certain système de coordonnées et qui ne seront pas nulles dans un autre système de coordonnées. Et donc c'est une manière de fixer les coordonnées en imposant que certaines conditions sur les variables dynamiques soient satisfaites. Bien.
Par exemple, en électromagnétisme, une manière de fixer la jauge, c'est d'imposer que A0 soit égal à 0, par exemple, et le AK longitudinal soit égal à 0. Si vous faites une transformation de jauge, A0 et AK, et la partie longitudinale du potentiel vecteur vont changer, et donc ça fixe la jauge. Donc ici, l'idée, c'est la même chose. On va imposer que certaines fonctions des variables canoniques, métriques et moment conjugué, soient nulles. En fait, c'est comme ça qu'on voudrait fixer la jauge. Mais ce que je dis, c'est que si les espaces ont des isométries, qu'est-ce que ça veut dire une isométrie? Ça veut dire qu'il existe un difféomorphisme qui laisse la métrique invariante. Ben, il est clair qu'une condition qui fait apparaître la métrique, donc si dans le formalisme hamiltonien, ça va laisser la métrique et le moment conjugué invariant, il est clair qu'une condition sur la métrique et son moment conjugué dans un espace avec isométrie ne peut pas complètement fixer les coordonnées, puisque vous aurez toujours la possibilité de faire une isométrie. Prenons l'exemple de Minkowski. Si je vous dis je veux travailler dans des coordonnées minkowskiennes, ça veut dire j'impose la condition que et j'essaye de définir ça en utilisant la métrique, je veux dire j'impose la condition que G mu nu soit égal à eta mu nu, la métrique minkowskienne. Mais il est clair que ceci ne fixe pas complètement les coordonnées, il vous reste toujours la possibilité d'effectuer une transformation de point carré, c'est-à-dire une isométrie. Et il est clair que dès qu'il y a une isométrie, vous pouvez être aussi ingénieux que vous voulez, une fonction juste sur la métrique, et éventuellement ses moments conjugués, c'est des variables qui dépendent de la métrique et de ses dérivés, ne va jamais vous fixer les coordonnées. Donc quand il y a des isométries, il y a certainement un problème pour essayer de fixer la jauge et pour essayer, disons, de saisir la physique. Et je voudrais essayer de mieux comprendre ce problème. Et pour mieux comprendre ce problème, je vais utiliser la théorie des perturbations. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de comprendre l'équation de Wheeler de Witt dans un cadre perturbatif autour d'une solution des équations d'Einstein qui possède des isométries, pour essayer de voir justement comment ce phénomène dont je viens de vous parler se manifeste. Et donc, ce que je vais faire, c'est un traitement perturbatif. Et donc, je vais d'abord faire un traitement perturbatif de la gravitation dans l'approche covariante, et puis on verra en hamiltonien ce que ça veut dire. Mais probablement que c'est plus familier et plus facile à voir dans l'approche covariante. Et puis en hamiltonien, comme c'est pour l'équation de Wheeler de Witt, on a besoin de connaître l'hamiltonien, on verra ce que ça donne. Donc l'idée, c'est de... Bon, l'équation de Wheeler de Witt aussi, elle est très compliquée. Bon, plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait remarquer. Et donc, pour essayer de mieux comprendre cette équation, une bonne manière, ça peut être de voir comment, à travers un traitement perturbatif, on peut lui donner un sens. Ordre par ordre, en tout cas. Bon, donc, voilà, ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, et d'abord, je vais regarder l'approche covariante. Donc, ce que je viens de dire, c'était une sorte d'introduction. Donc, c'est traitement perturbatif. Donc l'idée, c'est qu'on se donne une solution des équations d'Einstein. Je vais appeler ça la métrique de fond. Je vais la noter G0 mu nu. Et puis on développe la métrique autour de cette métrique de fond. Donc epsilon est un paramètre petit. J'appelle le coefficient qui apparaît au premier ordre H mu nu. Et donc après, il y aura des terres d'ordre epsilon carré. L'idée, c'est qu'on va regarder les choses qu'à l'ordre au premier ordre. D'accord? Donc, ce qui va nous intéresser, donc ça c'est fixé, c'est la métrique de fond, et ça va être le champ. Et je vais développer l'action d'Einstein au voisinage de cette métrique de fond en ne gardant que les premiers termes relevant pour H mu nu. Mais avant de faire ça, essayons de voir aussi une autre chose qui va être importante, puisqu'on sait qu'il y a une invariance de jauge, c'est comment l'invariance par difféomorphisme va se manifester. On sait que, puisque mon Lagrangien de départ, Einstein-Hilbert, est invariant par difféomorphisme, ben, il va y avoir une invariance pour l'action qui gouverne les perturbations. Comment s'exprime-t-elle? Et donc, je vais appeler... donc on sait que l'invariance par difféomorphisme, infinitésimalement, c'est paramétrisé par un champ vectoriel. Et donc je vais développer le champ vectoriel. Alors je vais utiliser les mêmes notations que dans mes notes.
le terme à l'ordre 0, je l'appelle xi0 mu. Et puis ici, un terme que je vais appeler xi mu. Et puis des termes d'ordre epsilon carré. Et quelle est l'invariance de la théorie? Donc avant de faire la moindre perturbation, c'est les difféomorphismes au premier ordre, hein, donc c'est la dérivée de Lie de G mu nu. Donc ça, on sait que c'est l'invariance d'Einstein-Hilbert. Donc ça va être delta G0 mu nu plus epsilon H mu nu. Et donc ça, on sait que c'est la dérivée de Lie. Oui, je ne devrais pas dire epsilon ici, c'est zeta. C'est pour ne pas le confondre avec ça. C'est la dérivée de Lie le long de zeta de G mu nu. Alors, dans ma théorie, dans le développement perturbatif, ça, c'est une métrique qui est donnée une bonne fois pour toutes, c'est la métrique de fond. Donc, quand je varie mon action et quand je varie mes variables dynamiques, G0 mu nu ne varie pas. Donc, ceci va être donc, appelons zeta H mu nu, plus des termes d'ordre. Je ne les écris pas toujours. Hein. Il est toujours entendu que c'est le premier terme, hein, qu'il y a des termes après qui suivent. Ici, pareil. Hein. Donc, on voit que la variation, puisque seul H mu nu se transforme, est d'ordre epsilon. Et donc, la dérivée de Lie, c'est quoi? Ben, ça va être la dérivée de Lie de G mu nu le long de xi0 plus quelque chose qui va être epsilon, la dérivée de Lie, donc là, ça c'est xi0, le long de xi de G mu nu. Et donc, vous voyez, pour que cette transformation de jauge soit cohérente avec le fait qu'on s'est fixé la métrique de fond, il faut que xi0 obéisse à la condition que la dérivée de Lie de G mu nu, 0, pardon, oui, là, donc je vais peut-être le développer, on va avoir deux termes, plus dérivée le long de xi0 de H mu nu, plus, etc. Donc là, peut-être oui. Donc, il y a un terme d'ordre 0 qui va venir de là, puis je vais avoir un terme d'ordre 1 qui vient de là et de là. Donc, il y en a deux. Mais vous voyez que de l'autre côté, il n'y a pas de terme d'ordre 0, donc il faut que le terme de 0 soit absent. Donc ça veut dire que xi0 doit être une isométrie de la métrique de fond. Bon, gardons ça à l'esprit. Et puis, bon, là, ceci vous donne la variation de H mu nu. Vous voyez qu'il y a deux types de termes dans la variation de H mu nu. Et puis après, ben, vous aurez la variation des termes d'ordre suivant. Mais avant peut-être de regarder ça plus en détail, regardons l'action. Donc l'action va être une fonctionnelle de H mu nu. Hein. Donc en fait, elle s'obtient comment? En remplaçant dans Einstein-Hilbert, ou peut-être je vais la métrique par la métrique de fond. Donc c'est l'action de Einstein-Hilbert, donc gardons S pour l'action d'Einstein-Hilbert, donc calculée pour la métrique suivante. Mais ça, c'est la variable à varier, et ça, c'est fixé, c'est donné. Hein. On perturbe autour d'une métrique de fond donnée. Donc ça, c'est le champ dans le principe variationnel, ça, c'est fixé. Donc on va développer. Alors si vous développez en puissance de epsilon, au premier ordre, vous allez avoir la valeur de l'action en G0 mu nu. Puis à l'ordre epsilon, vous allez avoir la dérivée fonctionnelle de S par rapport à G mu nu évaluée en G mu nu
égale la métrique de fond fois la perturbation, h mu nu. Puis vous allez avoir, je continue, à l'ordre suivant, la dérivée seconde alors, il y a des, oui, donc je vais peut-être G égale à, donc évalué en G0 mu nu fois H rho sigma H mu nu, il y a peut-être un facteur 1,5. Alors oui, ma notation, c'est qu'il y a aussi une ceci dépend aussi de x. Ceci dépend de x, et donc il y a une intégrale sur x que je n'écris pas explicitement. De même ici, il y a une double intégrale. Ça c'est x, ça c'est y, et ici, il y a une intégrale. Donc à chaque fois, une intégrale qui est explicite. Enfin, je pense que c'est clair. On développe l'action, qui est une intégrale. Plus, etc. Alors pourquoi j'ai été jusqu'à l'ordre epsilon carré et que je ne me suis pas arrêté à l'ordre epsilon? Parce qu'en fait, l'ordre epsilon, il est identiquement nul. Donc l'action, elle commence réellement bon, d'abord, ça, c'est une constante. Donc quand je varie par rapport à h mu nu, je peux oublier ceci. Mais comme la métrique de fond est une solution des équations d'Einstein et que les équations d'Einstein extrémisent l'action, les dérivées fonctionnelles de S par rapport à G mu nu évalué sur la métrique de fond, c'est 0. Donc je suppose que la métrique de fond est solution des équations d'Einstein. Donc ce terme-là, dès lors, est nul. Et donc ça commence réellement à l'ordre epsilon carré. Et donc j'ai une action, mais ce n'est pas plus mal, qui est quadratique en la perturbation. Alors, et ces dérivés, ça ne se voit pas, mais ici dedans, il y a des dérivés de delta qui sont cachés. Et donc, quand on intègre, ces dérivés vont taper là-dessus. Donc, par exemple, si vous faites ça autour de Minkowski, vous allez obtenir ce qu'on appelle l'action de Pauly-Firth pour le spin 2. Vous pouvez perturber autour d'autres solutions des équations d'Einstein. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez des coefficients qui dépendent des x à travers la métrique de fond. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'action. Donc on laisse tomber le epsilon carré. Mais donc le coefficient de S carré, de epsilon carré, c'est l'action linéarisée, puisque les équations, l'action est quadratique, mais quand vous prenez les variations, vous obtiendrez des équations linéaires. Donc c'est les équations d'Einstein linéarisées autour de la métrique de fond que cette action-ci va vous donner. Et elle ne dépend que de h mu nu. Quand vous gardez la partie quadratique de l'action, et donc elle vous donne, quand vous variez par rapport à, donc on a l'habitude, l'action de la particule libre, elle est quadratique. Quand on dérive quand on calcule les dérivées de Lagrange, en fait, ça devient linéaire. Donc pareil ici. Donc ça va être l'action qui va contrôler les perturbations au premier ordre. Et cette action va hériter de l'invariance de jauge de l'action d'Einstein-Hilbert des symétries de jauge, que j'ai déjà commencé à écrire. Donc, quelles sont ces symétries de jauge? En fait, on voit qu'il y en a de deux types. Il y a à la fois les dérivée de l'I de la perturbation du champ dynamique H mu nu le long des isométries de la métrique de fond. Parce qu'on a vu qu'il y a une condition de cohérence, c'est que le premier terme du développement soit une isométrie de la métrique de fond. Sinon, on ne pourra jamais écrire la variation de H de manière à avoir une égalité ici. Donc le terme d'ordre 0 doit disparaître, ce qui ne sera le cas que si c'est une isométrie. Mais ces isométries agissent sur la métrique de fond. Pardon, sur les perturbations, par la dérivée de l'I. Donc on va avoir deux types de transformations, d'invariance. On a aussi d'autre part, si vous prenez la dérivée de l'I de G0 mu nu pour ce paramètre xi, ça va être une certaine expression. En général, ça va être non nul quand xi n'est pas un vecteur de Killing, pas une isométrie. Donc on obtient une expression, mais qui est aussi une invariance de l'action qu'on a construite par construction. Tout vient de là. Je suis simplement en train de déballer des choses qu'on sait
dans ce développement perturbatif. Donc je vais avoir deux types de transformations de jauge, deux types de transformations de symétrie. Alors je vais peut-être commencer par celles qui apparaissent en premier ici. Donc delta xi, je vais appeler ça delta xi h mu égale à dérivée de l'I le long de xi de la métrique de fond. Alors ça va être indépendant de h mu. Par exemple, si je suis dans Minkowski, qu'est-ce que ça va me dire? Ça va me donner, donc je travaille dans des coordonnées de minkowskiennes, donc la dérivée de l'I va juste être, la métrique est constante, ça va juste être d mu xi nu plus d nu xi mu. Donc ça va être ce qu'on appelle la transformation de jauge du spin 2. Donc ça correspond en fait aux isométries de Minkowski, aux variations de la métrique de Minkowski pour un vecteur quelconque. Donc c'est indépendant des h mu. Et puis à côté de ça, je vais avoir les transformations que je vais appeler delta xi 0, mais je mets un 0 là cette fois-ci de h mu, qui est la dérivée de l'I le long de xi 0, mais xi 0 doit être une isométrie de h mu. Donc ça c'est linéaire en h mu. Alors, on va prendre une métrique de fond qui possède des isométries, donc il y a des solutions non triviales de ceci. Par exemple, on va prendre Minkowski. Dans ce cas-là, on obtient les 10 vecteurs qui engendrent les transformations de Poincaré infinitésimales. Mais on peut aussi prendre... je vais m'intéresser aux espaces qu'on appelle maximalement symétriques, parce que c'est là que c'est plus intéressant. Donc si la constante cosmologique est négative, je vais prendre anti de Sitter. Et anti de Sitter a un grand groupe d'isométrie qui a la même taille que le groupe de Poincaré, 10 paramètres, qui est SO32. Donc si lambda égale à 0, on prendra Minkowski. Si lambda est négatif, on prend anti de Sitter. Donc là, c'est Poincaré, le groupe. Là, c'est SO32. Et si la constante cosmologique est positive, je vais prendre de Sitter, dont le groupe d'isométrie est SO41. Alors, il y a une grande différence entre les deux premiers cas et le dernier cas. Dans les deux premiers cas, les sections spatiales, par exemple, je travaille dans des coordonnées qu'on appelle statiques, par exemple, les sections spatiales sont ouvertes, elles sont infinies, homéomorphes à R3, dans les coordonnées standards. Par contre, ici, pour de Sitter, dans les coordonnées statiques, les sections spatiales sont fermées, c'est des sphères. Donc là, il y a une zone asymptotique dans les deux premiers cas. Dans le dernier cas, il n'y a pas de zone asymptotique. L'espace est fermé. Et c'est ce cas-là qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, je vais parler de Sitter et des problèmes particuliers liés au fait que c'est un espace avec isométrie qui est fermé. Quand je dis fermé, ça veut dire que les sections spatiales sont fermées. La semaine prochaine, je parlerai de Minkowski, et asymptotiquement Minkowski, et la semaine d'après, ADS. Alors, il y a une très grande différence selon que les sections spatiales soient ouvertes ou fermées en ce qui concerne le deuxième type de symétrie. Donc ça, ce sont les isométries de la métrique de fond. Les isométries de Minkowski, elles ont une propriété bien particulière, c'est qu'elles ne s'annulent pas à l'infini. C'est quoi les isométries de Minkowski? C'est des translations. Si une translation est finie ici, elle est finie à l'infini. Une rotation, une transformation de Lorentz propre, ça explose même à l'infini. Donc les isométries de ces espaces-là sont non triviales à l'infini. Bon, là, comme il n'y a pas de zone asymptotique, on ne peut pas dire que c'est trivial ou non trivial à l'infini, il n'y a pas d'infini. Alors on peut montrer, et j'expliquerai ça bien la semaine prochaine, que lorsque j'ai une zone asymptotique,
et des transformations qui ne tendent pas vers zéro à l'infini, les difféomorphismes correspondants ne doivent pas être interprétés comme des transformations de jauge pures. En fait, ils ont une action triviale, non triviale sur les états physiques, qui va être donnée par un terme de surface. J'expliquerai ça. Mais il n'y a rien à expliquer quand l'espace est fermé, puisqu'il n'y a pas de terme de surface possible, puisqu'il n'y a pas d'endroit où on met les termes de surface. Donc, dans le cas que de ce point de vue-là est plus simple, antideucitaire, on voit qu'on a deux types de transformations de jauge, parce que tout est transformation de jauge dans ce cas-là, à la fois, disons, les difféomorphismes linéarisés, ici, et les isométries de la métrique de fond, donc on va dire que c'est deuticitaire, on se place dans ce cas-là, agissant sur la perturbation. Ces deuxièmes sont linéaires en H mu, les premières sont indépendantes de H mu. Et on va voir que que le traitement dû à la présence d'isométrie de la métrique de fond présente des subtilités que je vais expliquer maintenant. D'accord ? Donc je reprends. On a regardé les difféomorphismes en général. On voit qu'il y a, pour la théorie linéaire, il se décompose en deux types de transformations de jauge, les difféomorphismes de la métrique de fond et des difféomorphismes où le paramètre xi, soit dit en passant, dans le cas où j'ai des sections ouvertes, xi étant une fonction quelconque de l'espace et du temps, je peux toujours le prendre nul décroissant à l'infini. Le problème de xi0, c'est que ça doit obéir à l'équation de Killing pour la métrique de fond. Donc ça va déterminer son comportement asymptotique aussi. Donc l'équation de Killing, c'est l'équation qui exprime que la métrique de fond est invariante, qu'on a une isométrie. Donc ça s'appelle aussi l'équation de Killing. Voilà, donc à partir de maintenant, je me place dans ce cas-ci, espace fermé, et on a donc ces deux types d'isométrie. Et pour comprendre comment ces isométries jouent dans la théorie quantique par l'approche qu'on a développée en Wheeler de Witt, je vais refaire ce développement perturbatif de la théorie, mais dans le cadre hamiltonien. Donc, on va faire la même chose, mais au lieu de travailler avec des variables lagrangiennes, on va travailler avec les variables hamiltoniennes et regarder comment les contraintes se développent. Donc, contrainte en théorie des perturbations. Donc, ça, c'est le point suivant, probablement 3. Donc on va faire exactement la même chose, mais au lieu de développer la métrique d'espace-temps, on va développer la métrique d'espace et son moment conjugué pi-ij. Donc je vais avoir gij égale g0ij plus epsilon hij plus... Bon, je vais juste écrire ceci, mais on va voir que ça ne joue pas, mais quand même, juste pour être sûr que ça ne joue pas, on va l'écrire et voir que ça ne joue pas. Le terme suivant, et puis des termes d'ordre epsilon cube. Et je fais la même chose pour les moments conjugués. Alors le terme correspondant à la métrique de fond, je l'appelle pi0, puis je vais avoir epsilon pi ij1, et à nouveau je développe pour voir qu'on n'en a pas besoin, mais jusqu'à l'ordre suivant. Et le champ de vecteur xi mu, donc, qui contient xi perpendiculaire et xi k, je vais aussi le développer, donc xi mu, je l'ai appelé zeta mu, là, donc gardons zeta mu. Zeta perpendiculaire, zeta k, c'est
Donc à l'ordre 0, j'ai dit que c'était xi 0 mu, plus epsilon xi mu, plus epsilon carré, appelons ça lambda mu, plus... voilà, donc je fais juste... Là, il n'y a rien d'intelligent ici, je développe simplement. Hein. Et alors on sait que le générateur des transformations de jauge, puisqu'on s'intéresse aux transformations de jauge, c'est la contrainte hamiltonienne. Donc a priori c'est ceci, qu'on va donc développer. C'est donc l'intégrale de zeta mu h mu d3x. Alors en général, je vous l'ai dit, il faudra ajouter un terme de surface, et effectivement ça va être important à la leçon prochaine, à la leçon d'après, mais dans le cas où il n'y a pas de bord, où la surface est fermée, il n'y a pas de terme de surface à ajouter. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer h mu. Donc ça, c'est les contraintes, hein, la contrainte hamiltonienne, la contrainte de moment. Donc il va avoir d'abord le terme d'ordre 0, puis le terme, c'est essentiellement définir mes notations, plus epsilon carré h mu 2. Alors, je vais l'appeler autrement, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Que h mu 2, je vais lui donner un autre nom, mettons h tilde mu plus... parce qu'il va avoir deux contributions à h tilde mu 2. Alors, à nouveau, comme la métrique de fond est une solution des équations d'Einstein, c'est aussi une solution des contraintes. Donc ça, c'est les contraintes évaluées sur G0 et pi0, c'est donc 0, puisque c'est une solution. Et donc ici, à l'ordre epsilon, ça va être h, donc ça va être les contraintes évaluées sur h. Alors, et on garde que les termes linéaires. Donc, h mu 1 va être une fonction linéaire de h mu nu, hij, pardon, et pi 1. Est-ce que j'ai mis un ij? On doit garder les termes linéaires dans le développement de Taylor de h mu. Et donc les termes linéaires, ils vont apparaître quand je me garde juste les termes linéaires en h ou en pi. Ou leurs dérivés. Hein. Quand j'écris ceci, il peut y avoir des dérivés de h et des dérivés de pi, bien sûr, hein, puisque c'est des expressions différentielles. Mais je garde juste les termes linéaires. H mu 2, a priori, il y a deux types de termes. Dans ce que j'ai appelé h mu tilde, justement, il y a deux types de termes. Il y aura les termes, hein, parce que je dois regarder le coefficient de epsilon carré. J'aurai les termes où je développe à l'ordre quadratique ceci, et linéaire en ça. Alors, ce qui est quadratique en ça, ça va me donner une certaine expression que j'appelle h mu 2. Donc il va y avoir un h mu que j'appelle 2, qui est la partie quadratique en hij pi ij 1. Et puis je pourrais ramasser un terme linéaire en la partie du second ordre. Mais le terme linéaire, on sait ce que c'est h mu 1, donc ce sera h mu 1, mais évalué, donc je vais peut-être écrire ça comme ça, h mu 1, évalué en H2, en ce que j'ai appelé G2, pardon, GIJ, pi 2, donc c'est linéaire, hein, donc il n'y a pas de partie quadratique. Hein. On linéarise et puis on remplace ça par G2 et pi 2. Et là, je garde la partie quadratique, donc ce sera fonction de HIJ et de pi J1. Et peut-être que je mets un 1 ici aussi, alors pour être cohérent. Bien. Et mon générateur, si je le développe,
Donc ça va être quoi? J'ai déjà écrit. Hein, ça va être l'intégrale de xi0, je développe le champ de vecteur. Alors je n'ai pas besoin réellement du terme d'ordre epsilon carré, donc je ne l'écris pas. Et ici, je vais obtenir epsilon h mu. Oui, il y a un epsilon ici, pardon, oui, donc il y a epsilon h mu 1 plus epsilon carré h mu tilde plus alors, vous voyez que je vais avoir d'abord des termes d'ordre epsilon qui viennent de ça avec ça. Donc, je vais d'abord avoir à l'ordre epsilon xi0 mu h mu 1, fonction donc calculée sur la perturbation du premier ordre, hij pi 1 ij. Donc c'est linéaire, hein, je l'ai écrit. Hein. Et puis des termes d'ordre epsilon carré, je vais en avoir de deux types. Je vais d'abord avoir epsilon carré ici avec epsilon carré là. Et puis le terme indépendant avec le terme en epsilon carré ici. Et puis après, ce sera d'ordre plus élevé. Alors, écrivons. Donc je vais avoir xi mu h mu 1 de h ij pi j plus xi0 mu, et là je vais avoir deux expressions, h mu 1, donc celui-ci, de la perturbation du deuxième ordre, puis la partie quadratique h mu 2, mais évaluée sur la perturbation du premier ordre, hein, donc h pi 1. Et puis je vais avoir des termes d'ordre plus élevé, mais qui vont faire intervenir les perturbations d'ordre plus élevé. Donc si je veux réellement les traiter, il faudrait que je pousse plus loin mon développement, et je ne vais pas le pousser plus loin. Donc je vais regarder les premiers termes seulement. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a... Ah oui, avant d'aller plus loin, une remarque, c'est que la fonction 1, donc h mu 1, le mu n'est pas très bien écrit ici. La fonction h mu 1, elle va engendrer... Oui, donc en fait, on sait ce que cette transformation engendre parce que ça, je l'ai calculé. On sait que ça engendre les difféomorphismes, enfin, on a fait la liste ici. Donc, ces transformations-ci, on les retrouve dans le formalisme hamiltonien. Alors, on voit qu'il y a un générateur avec le paramètre xi mu quelconque, et ça correspond à la première transformation. Donc, ceci va engendrer la première transformation, c'est-à-dire les difféomorphismes de la métrique de fond avec paramètre xi. Mais donc on sait qu'en fait ce terme-ci il est nul. Il vaut mieux qu'avoir que des choses à l'epsilon. Pourquoi? Parce que ceci va engendrer un difféomorphisme de la métrique de fond avec un champ de vecteurs qui est une isométrie de la métrique de fond, qui par définition est invariante, puisque c'est ça une isométrie. Donc l'action de ceci, c'est rien du tout. Donc ça veut dire qu'en fait c'est égal à 0. Donc il y a des identités. Si vous faites le calcul, vous verrez que ce que j'ai dit, c'est juste, mais on le comprend. On sait que ceci, qu'est-ce que ça peut engendrer? C'est une transformation du premier type où on remplace xi par une isométrie. Mais si je remplace xi par une isométrie, j'obtiens 0. Mais ça, c'était l'équation là. Hein. Donc en fait, le premier terme, il est nul. Et pour la même raison, ça c'est la forme fonctionnelle de h mu, ce terme-ci va être nul aussi. Et donc vous voyez qu'on retrouve, donc développons, G va être égal epsilon carré, je vais avoir deux types de termes,
xi mu h mu 1 plus xi mu 0 h mu 2, où h mu 1 et h mu 2 ne dépendent que des variables hij et pij, hein, du premier ordre dans le développement. Hein, donc j'ai ce terme-ci que j'ai écrit et celui-ci. Et après, c'est à l'ordre plus élevé. Donc j'ai un terme qui apparaît avec un xi arbitraire qui en fait est la traduction hamiltonienne du premier type de symétrie où le xi est arbitraire. Et c'est comme le générateur est linéaire, ben effectivement, quand je vais prendre le crochet de poisson, je vais obtenir quelque chose qui ne dépend plus des variables. Donc ça va engendrer la transformation qui est là. Et l'autre terme, lui, est quadratique. Donc quand je vais prendre le crochet de poisson, il va me donner une expression linéaire avec un paramètre qui est défini par xi0 mu. Et donc ça va être l'autre transformation. Donc ça, c'est la description hamiltonienne des transformations de jauge. Et ben, y en a une qui est associée à la partie quadratique, mais elle vient avec les isométries. Et il y a une partie qui donne juste les difféomorphismes linéarisés autour de la métrique de fond, qui, elle, est associée, ce à quoi on s'attend. C'est un spin 2. Il y a des symétries de jauge du spin 2 autour de la métrique de fond qui me donne ceci. Et donc, pour résumer, je vais peut-être mettre ça là. Alors oui, on sait aussi que G doit être égal à 0, c'est les contraintes. Hein. Donc ceci doit être égal à 0, et ça doit être égal à 0 pour tout xi mu arbitraire et pour tout vecteur de Killing de la métrique de fond, et pour toute isométrie de la métrique de fond. Mais comme je peux prendre comme vecteur de Killing de la métrique de fond 0, donc ça doit être vrai pour tout, donc prenons un cas, et ça doit être égal à 0 pour tout xi mu. Donc les h mu 1 doivent être égaux à 0. Donc les contraintes qu'on obtient dans la théorie linéarisée, c'est h mu 1 égale à 0. Et une fois qu'on sait que le premier terme est nul, il faut que le deuxième le soit. Alors, comment va-t-on traiter ça? Alors là, le xi mu, ce n'est pas vraiment un champ de vecteurs quelconque, c'est un champ de vecteurs définissant une isométrie quelconque. Il y en a un nombre fini. Donc, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va développer xi0 mu dans une base de vecteurs de Killing, que je vais appeler xi mu A. Hein, c'est un choix des 10... Par exemple, c'est un choix des 10. Si je travaille dans un de ces cas-là où on a 10 isométries indépendantes, ben je prends 10 vecteurs de Killing indépendants avec un certain coefficient que je vais appeler epsilon A. Enfin, peut-être epsilon est une mauvaise notation. Mu A. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme contrainte? Eh bien, que GA, donc qui est identiquement égal à l'intégrale des vecteurs de Killing que j'ai choisis pour former une base, xi0 a mu h mu 2 est égal à 0. Et donc j'ai à côté de ces contraintes, alors ces contraintes-ci, elles dépendent de x, hein, parce que xi mu, bon, j'ai pas toujours écrit la dépendance en x, mais c'était évident. Donc ça, les xi mu sont des champs de vecteurs quelconques. Donc il y a un x qui est ici, il y a un x qui est ici. En chaque point, j'ai des contraintes. Tandis que les autres, il y a l'intégrale, donc elles ne dépendent plus de x. Donc à côté de ces contraintes en nombre infini, j'ai un nombre fini de contraintes égal au nombre d'isométries de la métrique de fond. Alors vous allez me dire, oui, mais on a l'air d'avoir plus de contraintes qu'à l'arrivée, 10 de plus qu'on était parti. Mais rappelez-vous, ces contraintes ici ne sont pas indépendantes. Elles ne sont pas indépendantes, c'est ce que je vous ai écrit là. Si vous multipliez par un vecteur de Killing, par une isométrie de la métrique de fond, vous obtenez 0. Donc,
il y a 10 relations entre les premières contraintes. Donc au total, on a le même nombre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles se répartissent en contraintes linéaires et contraintes quadratiques. Et en fait, d'accord, donc ça c'est important. Hein, mais ça correspond aussi au fait que là, les transformations de jauge sont indépendantes des H mu, et là, elles sont linéaires en les H mu. Donc il faut bien un générateur quadratique pour avoir des transformations qui soient linéaires. Alors en fait, le fait qu'il y avait des contraintes quadratiques avait été compris bien avant que les gens s'intéressent à Wheeler de Witt. Ils avaient remarqué que si je perturbe autour d'une solution des équations d'Einstein avec isométrie dont les sections soient fermées, ils avaient remarqué, et vous dites, bon ben, théorie des perturbations, la première chose qu'on fait, c'est on résout les équations linéarisées. Puis une fois qu'on a les équations linéarisées, on se dit ben, la perturbation du second ordre va être déterminée par les équations à l'ordre suivant. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que certaines des équations du second ordre ne faisaient pas intervenir ces variables du second ordre. Donc certaines des équations quadratiques, les premières équations sont linéaires, on résout pour la perturbation linéaire. D'habitude, on se dit, ah ben, n'importe quel début linéaire va pouvoir être poursuivi en choisissant les termes suivants. Et donc les équations vont déterminer successivement les termes suivants. Mais ils se sont rendus compte que si la perturbation linéaire ne satisfaisait pas à cette condition, c'était impossible d'obtenir une solution des équations d'Einstein. Donc il peut y avoir une obstruction à faire un développement perturbatif si la perturbation de départ, même si elle satisfait à toutes les équations linéaires, ne satisfait pas aussi à cette contrainte quadratique. Et c'est réellement une propriété liée à l'espace fermé. Il y a une situation tout à fait analogue en électromagnétisme, où imaginez que vous prenez le champ électromagnétique sur une 3 sphères, donc fois le temps. Vous savez que la charge totale sur un espace fermé doit être égale à 0. C'est donné par un terme de surface. La loi de Gauss implique que ça doit être 0. Donc vous ne pouvez pas mettre une charge plus 1 sur la 3 sphères sans qu'il y ait en même temps une charge moins 1 quelque part ailleurs. Et en fait, si vous dites, tiens, je vais chercher à résoudre les équations de l'électromagnétisme couplées à un champ chargé sur la 3 sphères, le courant du champ est quadratique en général dans les champs. Par exemple, c'est psi bar psi pour un champ, psi par gamma 0 psi pour un champ scalaire ou pour un champ spinoriel. Ce sera quadratique en champ scalaire complexe si c'est un champ scalaire complexe. Et si vous faites le développement des perturbations, vous allez obtenir des équations linéaires au premier ordre qui sont telles que vous ne pouvez poursuivre au second ordre que si la charge définie par la perturbation linéaire du premier ordre est totale et nulle. Et donc c'est une contrainte qui n'apparaît pas à l'ordre linéaire, donc vous ne la voyez pas, mais si elle n'est pas satisfaite, vous ne pourrez pas résoudre les équations à l'ordre suivant. Et c'est exactement la même chose ici, parce que la loi de Gauss, en fait, en électromagnétisme, c'est l'analogue des contraintes de la gravitation dont je vous ai parlé. Et donc, dans un espace fermé, les gens se sont rendus compte qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes à ce qu'une perturbation ne puisse pas être... Donc, vous prenez une perturbation linéaire quelconque, d'habitude c'est ce qu'on fait, la théorie des perturbations, on résout d'abord à leur premier ordre, puis on continue, et d'habitude on n'est pas obstrué. Mais s'il y a des isométries, à cause de cette propriété des contraintes que je vous ai mentionnées, on peut être obstrué. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est quantifier la théorie avec ces contraintes. Donc, on va, comme on avait fait précédemment, remplacer les HIJ par des opérateurs, leur moment conjugué par des opérateurs, et on doit imposer les contraintes, et ça va être l'expression au niveau linéaire des équations de Wheeler de Witt. Wheeler de Witt, c'est les contraintes sur les états physiques. Bien, ici, ça va être Wheeler de Witt. Donc, par exemple, je vais avoir mes états vont dépendre de la métrique HIJ, de la perturbation. Et je vais avoir une équation linéaire H mu psi égale à 0, donc qui est une certaine équation qui m'exprime qu'en fait psi est invariant pour les difféomorphismes linéarisés, mais je vais aussi avoir une autre contrainte, Ga psi égale à 0.
Donc à côté des contraintes qui sont typiques théorie des champs qui dépendent de x, je vais avoir un nombre fini de contraintes intégrales qui m'expriment que les états sont en fait invariants pour les isométries de la métrique de fond. Donc la métrique de fond a un groupe fini d'isométries, il y a des représentations, on doit être dans la représentation triviale. Alors peut-être je voudrais, mais je reviendrai brièvement là-dessus la semaine prochaine parce que je ne veux pas non plus dire trop de choses en trop peu de temps. Donc comme je vous ai dit, si on veut calculer les produits scalaires et faire des choses qui soient bien clairement indépendantes de la jauge qu'on devrait fixer à un moment donné, le bon formalisme c'est BRST. Et donc je vais regarder ce que me donne BRST dans ce cas-ci. Et pour ça, je dois connaître l'algèbre des contraintes. Donc on sait que Alors on va d'abord faire le problème d'un point de vue classique. Donc crochet de poisson des contraintes. D'ailleurs, j'aurais dû le dire avant de passer à la théorie quantique. Donc j'ai les contraintes H mu qui dépendent de x et qui sont linéaires Alors, on sait que ces contraintes engendrent des symétries de jauge. Donc, le crochet de poisson des contraintes entre elles, ça doit être 0, en vertu des contraintes. Donc, ici, on doit obtenir une combinaison linéaire des contraintes. Mais les contraintes ici sont elles-mêmes linéaires. Linéaire avec linéaire, ça me fait baisser le degré, c'est quelque chose qui est constant, qui ne dépend pas des Q et des P. Une fonction linéaire des Q et des P, crochet de poisson avec une fonction linéaire des Q et des P, vous faites partir un Q d'un côté et un P de l'autre côté, ben, il ne vous reste plus rien. Ou un P d'un côté et un Q de l'autre côté. Donc ceci, ça doit être une constante nulle en vertu des contraintes. Donc on peut évaluer cette constante quand les contraintes sont nulles, ça fait 0, et comme c'est une constante, c'est toujours 0. Donc ça c'est facile, ça va être des contraintes abéliennes qui expriment simplement que les transformations linéarisées du spin 2, ben, c'est abélien. Alors, si vous faites H mu de x, donc on a une algèbre beaucoup plus simple que celle que je vous ai écrite. GA, ça c'est linéaire, ça c'est quadratique. Donc au plus quelque chose de linéaire. Donc on pourrait avoir une combinaison linéaire DH, mu, puisque c'est linéaire, avec certains coefficients. Peut-être on pourrait avoir certains coefficients CA mu qui peuvent dépendre de x, nu, H nu, en fait, ce serait XY, je devrais écrire Y avec des deltas, c'est local. Et si vous faites GA, GB, a priori, quadratique, ça me donne une fonction quadratique, donc je vais obtenir d'une part quelque chose qui peut contenir les G, mais je pourrais avoir ensuite des coefficients, les H, avec des coefficients qui dépendent des champs linéairement. Alors, dans le cas de De Sitter, on peut redéfinir les choses de manière telle à ce qu'ici ce soit 0. Donc là, l'argument que je vous ai donné est insuffisant, mais on peut montrer, en définissant bien les choses, qu'on a ça. Donc je n'ai pas démontré ici. L'argument général que je vous ai donné me limitait la forme. Par exemple, ici, je sais que je ne peux pas avoir de G, mais il pourrait y avoir du H. Et là, il pourrait y avoir du H avec des fonctions, mais je n'ai pas... je dis... dans les cas qui nous intéressent, on peut supposer que c'est 0. Mais donc, je le suppose. Et donc, il faut construire, dans le formalisme BRST, la charge BRST associée à ces contraintes. Alors, il y a des contraintes qui sont celles du graviton linéarisé, qu'on appelle, donc c'est les difféomorphismes linéarisés, et puis il y a celles-ci qui sont associées aux isométries de la métrique de fond. Et je voudrais me concentrer sur ceci. Et vous illustrer
mais je pense que je vais vous dire les idées maintenant et on le fera en détail la fois prochaine. Vous illustrez les techniques de calcul du produit scalaire dont je vous ai parlé au début de l'heure et la semaine passée, dans ce cas-ci. Parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que BRST, donc rappelez-vous, ceci c'est des constantes. Donc ceci c'est l'algèbre, c'est une vraie algèbre de Lie. Quelle algèbre de Lie? L'algèbre de Lie des isométries de la métrique de fond. Donc dans notre cas, ce sera l'algèbre de Lie de Anti de Sitter, SO4.1. Donc on a une vraie algèbre de Lie. Et on a un groupe. Alors, quand on a un groupe, on a une mesure naturelle sur le groupe, qu'on appelle la mesure invariante, mesure de Haar. Et comme le groupe est unimodulaire, la mesure invariante à gauche est la même que la mesure invariante à droite. Enfin bref, il y a une manière d'intégrer sur le groupe qui est invariante. Rappelez-vous, les produits scalaires, on intègre pour calculer les produits scalaires. Ce que je vais vous montrer la semaine prochaine, c'est que le formalisme BRST va me donner automatiquement la mesure invariante sur le groupe. Donc les formules que je vous ai écrites, que j'ai dérivées sans jamais penser à groupe ou à mesure invariante sur le groupe, vont donner naturellement cette mesure. Et ce n'est pas surprenant parce que le formalisme BRST est précisément fait pour respecter l'invariance de jauge. Et ceci apparaît comme une invariance de jauge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la charge BRST. Bon, ça c'est facile parce que c'est une algèbre de Lie, donc il va y avoir un terme linéaire en les contraintes, puis un terme qui contient les constantes de structure. Et puis on va introduire le secteur non minimal aussi, parce qu'on a envie d'être capable de calculer des produits scalaires sans devoir tricher, donc avoir des états de nombre de fantômes zéro. Et je vais vous montrer comment le produit scalaire incorpore un concept mathématique que les mathématiciens ont développé évidemment complètement indépendamment de ceci, qui est l'intégration invariante sur un groupe avec la mesure de Haar. On va voir que c'est ça qui sort des fantômes, en fait. Les fantômes vont nous donner une expression invariante de la mesure de Haar. Donc je pense que ce n'est pas la peine que je commence ici. Je vais peut-être juste écrire la charge BRST, mais que je réécrirai de toute façon pour commencer la semaine prochaine. Donc comme je l'ai dit, je me concentre uniquement sur cette partie ici et donc sur ces contraintes. Évidemment, ce n'est qu'une partie du travail. Après, il faudra tenir compte des autres. Mais je me concentre sur celle-ci précisément parce que le calcul des produits scalaires pour cette partie-ci est particulièrement intéressante. Et donc ce qu'on va faire, on va écrire le oméga, mais donc qui n'est pas complet, mais qui contient juste ceci. Donc ça va être quoi? Ça va être, je vais avoir des fantômes que j'appelle CA comme tout à l'heure. Pour les contraintes GA, en fait, c'est la même formule que tout à l'heure. Moins 1,5 P bar A, CA, BC, CB, CC. Et c'est vraiment un nombre fini de contraintes. On en a 10 ADS, ou DS, pardon. On a 10 paires de fantômes et de moments avec leur moment conjugué. Et on peut voir que oméga est égal à 0. Et donc ce qu'on va faire après, c'est introduire le secteur non minimal, et puis je vais vous montrer comment ce que donne le produit scalaire. Ça va? Donc peut-être le secteur non minimal, je peux même déjà l'introduire, puisqu'il est encore frais dans l'esprit. Donc c'est C bar A et PA. Ça c'est le nombre de fantômes 1, ça c'est le nombre de fantômes moins 1. Et donc on ajoute ici plus... Oui, on introduit aussi les multiplicateurs de Lagrange, lambda A et BA. Et donc j'ai plus I BA fois PA. Et donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est étudier les implications de la condition d'invariance BRST et calculer le produit scalaire selon les règles que je vous ai données et voir que ça correspond à quelque chose qui est bien compris dans ce cas-là. Ça va? Je pense que ce n'est pas la peine que je le fasse maintenant, puisque dans une minute, je devrais arrêter, et c'est clair, je n'ai pas le temps de le faire en une minute. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc ça va rendre un peu plus concret ce que je vous ai dit sur le formalisme BRST, parce que c'est vrai que ce que j'ai dit, c'était fort général, mais si on va vraiment voir apparaître quelque chose qui est en tout cas familier pour les gens qui étudient l'intégration sur les groupes, qui est la mesure invariante. Donc avec ça, il est demi, donc je m'arrête ici. Donc, après cette leçon, donc dans une demi-heure, nous aurons un séminaire par Nel Calbo qui illustrera en particulier le sujet de la deuxième semaine de cours qui était comment je vous avais dit le temps est caché dans les contraintes. Je vous avais donné un exemple de théorie paramétrisée. Et donc idéalement, une manière d'essayer de comprendre la gravitation quantique, c'est de déparamétriser et d'extraire un temps. Et donc, elle va vous montrer que sur des modèles plus simples que la gravitation d'Einstein à 4 dimensions, mais qui sont des modèles de gravitation aussi, on peut extraire un temps et que ça nous permet réellement d'arriver à une équation de Schrödinger à partir de Wheeler de Witt. Et donc, c'est des modèles qui sont très intéressants parce qu'ils illustrent bien ce dont je vous ai parlé à la deuxième semaine. Voilà, sur ce, c'est fini. On se retrouve dans une demi-heure. Merci.